Chères étudiantes, chers étudiants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle année universitaire si bien particulière. L'équipe de biochimie fera de son mieux pour que votre apprentissage se déroule dans les meilleures conditions et nous serons bien sûr à votre écoute. Le module de technique chimique pour la biologie est destiné aux étudiants de la licence fondamentale des sciences de la vie de la faculté des sciences d'El-Meraj inscrits au semestre 3. Dans ce cours, nous allons voir ensemble les différentes techniques de préparation, d'extraction et d'analyse biochimique. Mais avant de commencer ce cours, je vous informe qu'en plus des enregistrements réalisés dans ce cadre, le cours sera également présenté à distance et en temps réel, selon le planning programmé par l'établissement. Donc, je vous invite à voir aussi bien le diaporama que le cours avant pour qu'on puisse discuter ensemble et de façon approfondie les parties pertinentes, complexes ou qui vous paraissent difficiles. Dans un premier temps, nous allons situer le module de technique chimique, mais aussi les modules de biochimie en général, que ce soit biochimie structurale ou biochimie métabolique, par rapport aux autres modules que vous avez déjà vus ou que vous allez voir dans le cadre de votre formation en biologie. Comme vous pouvez le constater dans cette diapositive, la biochimie et les techniques associées, c'est-à-dire les techniques biochimiques, sont au centre de toutes les autres disciplines dispensées au département de biologie. Aussi bien la microbiologie, donc ces techniques sont utilisées pour l'analyse microbiologique, mais aussi pour l'identification des micro-organismes, sont utilisées en biologie moléculaire et bien dans d'autres disciplines comme la biotechnologie, dans le métabolisme et toutes les régulations en physiologie, aussi bien animale que végétale. Donc, ces techniques permettent l'analyse de différents constituants biochimiques, mais aussi d'autres constituants. Ils vous permettent aussi de démontrer ou de comprendre les différentes formes métaboliques, aussi bien de biosynthèse que de dégradation de molécules qu'on appelle des métabolites, leur mécanisme de régulation au niveau de l'organisme, qu'il soit végétal ou animal, ou encore microbien. Ces techniques permettent aussi de donner une idée sur l'état de santé d'un organisme. Est-ce que c'est un organisme sain ou il présente une pathologie? Ils vous permettent d'avoir une idée sur votre environnement, sur sa composition, sa qualité, le cas du sol, de l'air, de l'eau ou des aliments que vous consommez. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées en plus dans d'autres domaines tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, le domaine environnemental, médical, pharmaceutique et bien dans d'autres domaines industriels. Donc, la liste de leur utilisation est très longue et diversifiée. Et les techniques pour ces différents domaines sont très vastes et en évolution constante. Donc, pour les cerner ou les maîtriser, il faut avoir plusieurs modules afin de comprendre un petit peu toutes les techniques. Donc, il est très difficile de prétendre que dans le cadre de ce module, vous allez appréhender toutes les techniques et que vous allez maîtriser toutes les techniques. C'est pour cela que dans ce cours, nous allons nous limiter
aux principes de base des différentes techniques les plus utilisées en biochimie. Donc, le cours de technique chimique pour la biologie, donc sera organisé en chapitres. Le premier et deuxième chapitre, donc, ils seront donnés par Madame Naraqi, mais ils ne seront pas donnés tout de suite. Donc, ça sera après les chapitres 3 et 4. Tout simplement parce que si on prend par exemple les techniques de préparation ou aussi les techniques de précipitation des protéines, il faut d'abord que vous sachiez ce que c'est qu'un acide aminé, ce que c'est qu'une association d'acides aminés pour former des protéines et quelles sont les propriétés de ces protéines pour pouvoir les purifier ou les précipiter. Donc, c'est pour ça que nous allons commencer par les techniques d'extraction, que ce soit liquide-liquide ou liquide-solide, les techniques de fractionnement, de purification et d'analyse. En ce qui concerne les techniques chimiques, donc nous allons commencer par les techniques d'extraction, liquide-liquide ou l'extraction des composés volatiles. Donc en biologie en général, pour l'analyse ou l'identification de composés, la première des étapes est d'abord la préparation de l'échantillon et l'extraction des métabolites, qui peuvent être des métabolites primaires ou des métabolites secondaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un métabolite primaire? C'est tout simplement un composé, un métabolite, qui est directement impliqué dans la croissance, le développement et la reproduction normale d'un organisme ou d'une cellule. Il est souvent associé, et en général associé à une fonction physiologique de cet organisme. C'est le cas des protéines, par exemple, des acides aminés, le cas des glucides, des lipides. À l'inverse, les métabolites secondaires, ce sont des composés, pendant longtemps on a cru qu'ils ne servaient à rien. Ce sont des composés spécifiques, surtout aux plantes et aux micro-organismes, bien qu'on les retrouve dans certains animaux. Ils ne participent pas directement à l'assimilation des nutriments et donc pas au développement de l'organisme. Mais ils dérivent parfois des mêmes voies de biosynthèse que certains métabolites primaires. Et certains ont aussi une fonction indispensable pour la croissance de la plante. C'est le cas, par exemple, de la chlorophylle ou de la lignine. Donc, ces composés, métabolites primaires ou secondaires, dans le cadre des techniques d'extraction, on va les séparer en deux groupes. Ce qu'on appellera les composés non volatiles et les composés volatiles. La séparation se fait tout simplement sur la base des techniques d'extraction. Est-ce que ces extractions, ces composés sont volatiles? Ça veut dire que pour les séparer, c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette propriété, leur aptitude à s'évaporer facilement. Donc, et on choisit souvent ces techniques d'évaporation, par exemple, de distillation, etc. Ou ce sont des composés non volatiles, et si on veut utiliser les techniques d'extraction en utilisant la température, ils vont se dégrader, donc on ne peut pas utiliser ces techniques. Donc, les composés non volatiles, les techniques d'extraction, c'est souvent des techniques d'extraction au solvant, qui peuvent être liquide-liquide ou liquide-solide. Dans le cas où la phase d'extraction est solide, on parle d'extraction en phase solide. Pour les techniques d'extraction des composés volatiles, on utilise souvent la chaleur, donc c'est l'hydrodistillation que vous connaissez peut-être tous, la distillation de sous vide ou encore la distillation-extraction simultanée. Et on peut utiliser aussi, bien pour les composés non volatiles que les composés volatiles, l'extraction en phase solide, qui est souvent une technique de purification dans le cas des composés non volatiles. Donc, on peut utiliser aussi des techniques de micro-extraction. Le choix, bien sûr, de la technique va dépendre
aussi bien de la nature des composés, c'est-à-dire de leurs propriétés physico-chimiques, mais aussi de la matrice dans laquelle ils se trouvent. Donc, pour les techniques d'extraction, si on veut définir ce que c'est qu'une extraction, c'est une opération. Bien sûr, en génie biochimique ou en génie des procédés, on parle d'opération unitaire, mais c'est tout simplement une opération qui fait passer une espèce chimique, c'est-à-dire un composé, d'une phase à une autre. Donc, une extraction, c'est tout simplement le fait de tirer ou d'extraire un composé ou de le transférer, un ou plusieurs composés, d'un milieu qui peut être un milieu naturel ou un milieu synthétique, qui peut être aussi solide ou liquide. Donc, extraction, c'est le transfert, ça veut dire je vais transférer mon composé d'un milieu à un autre. Et on parle dans ce cas-là d'un transfert de matière ou un transfert de masse. Pourquoi on parle de transfert de matière ou transfert de masse? Parce qu'on va transférer une quantité de ce composé, une quantité bien déterminée, d'un milieu dans lequel il se trouve, c'est-à-dire dans la matrice ou dans un milieu de solubilisation, vers, ou ce qu'on appelle encore le diluant, vers la phase d'extraction. Donc, c'est un transfert d'une quantité de masse, milligrammes, microgrammes, micromoles, ça dépend de l'unité que vous utilisez. Certaines techniques, et surtout pour l'extraction des composés volatiles, fait intervenir en plus de ce transfert de matière, ce qu'on appelle un transfert de chaleur. Et bien sûr, dans le cadre des techniques d'extraction, souvent, on est amené à faire des bilans de matière, mais aussi des bilans énergétiques et des bilans sur le plan coût de l'extraction. Donc, c'est pour ça qu'on doit tenir compte aussi bien du transfert de matière, c'est-à-dire transférer le maximum de la quantité de composés vers la phase d'extraction pour pouvoir l'analyser et ne pas sous-estimer ce qui se trouve dans la matrice après, mais aussi tenir compte de ce transfert de chaleur. Ce transfert de chaleur, ça se fait souvent pour les techniques d'extraction ou la phase d'extraction, c'est une phase gazeuse, c'est souvent la vapeur d'eau ou l'entraînement par des solvants. Si on prend le cas des composés non volatiles, c'est juste un exemple, mais nous aurons l'occasion de voir d'autres exemples dans les travaux dirigés. L'extraction, c'est une extraction qui peut être au solvant, suivie d'une purification de l'extrait. Alors, mes composés peuvent se trouver dans une matière première, quelle qu'elle soit. Ces composés, ils vont être extraits. Donc, mon extraction peut être tout simplement une extraction au solvant. Et l'objectif, c'est surtout quand il s'agit de molécules biochimiques qui se trouvent dans des matrices végétales, des matrices emprisonnées dans des tissus. Donc, la première des choses, c'est d'abord de les libérer avec une rupture des tissus que vous allez voir avec Mme Laraki, toutes les techniques, bien sûr, puis après une diffusion pour pouvoir les libérer. S'ils sont liés à d'autres molécules, là, on peut utiliser des techniques d'hydrolyse, qui peut être une hydrolyse chimique ou une hydrolyse enzymatique. Après, bien sûr, une fois qu'on a l'extrait, on peut le purifier par différentes techniques, mais les plus utilisées actuellement, ce sont les techniques de fractionnement en phase solide ou par des techniques chromatographiques en fonction de la nature des composés à purifier. Et bien sûr, une fois que les composés ou l'extrait purifié contenant un composé ou les composés qui nous intéressent, on peut analyser par différentes techniques. On peut utiliser la chromatographie en phase liquide haute performance, la résonance magnétique nucléaire, ou encore si
on n'a pas le choix, on peut utiliser la chromatographie en phase gazeuse, mais à condition de les dérivatiser, puisque ce sont des composés non volatiles, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être analysés directement par GC, mais qu'après dérivatisation, on peut les analyser et les transformer en composés volatiles et les analyser par la suite. On peut utiliser aussi d'autres systèmes d'analyse, surtout pour l'identification ou l'analyse quantitative, c'est tout simplement les couplages, chromatographie en phase liquide, spectrométrie de masse, ou chromatographie en phase gazeuse, spectrométrie de masse. Et ce sont les techniques les plus utilisées actuellement et qui permettent de détecter même une multitude de composés, voire une vingtaine de composés en même temps. Enfin, même jusqu'à une centaine de composés. Pour l'extraction, donc on peut classer ces différentes extractions en fonction de la phase d'extraction, mais aussi en fonction de la matrice. Donc la première classe, on peut dire que ce sont les extractions où la phase d'extraction elle est liquide, c'est-à-dire un solvant. Elles sont un solvant, quand je dis solvant, ça peut être un solvant qui est l'eau, tout simplement une phase aqueuse acide ou alcaline en fonction de la nature des composés, et elle peut être aussi donc une phase organique. Donc quand je parle de solvant, c'est les deux types. Ma matrice, il y a deux possibilités, soit elle est liquide, et dans ce cas-là, je vais parler d'extraction liquide-liquide. Ma phase de solubilisation, elle est liquide, c'est-à-dire ma matrice, elle est liquide, ou bien ma matrice, elle est solide et je la transforme en liquide et ça sera une extraction liquide-liquide. Ma matrice, elle est solide et j'utilise directement la phase d'extraction sur cette matrice solide. Dans ce cas-là, je vais parler d'une extraction solide-liquide. Le deuxième type, c'est la phase d'extraction. Cette fois-ci, elle est solide. Donc, on a vu la phase, elle est liquide. Elle peut aussi être solide. Ça veut dire ma phase d'extraction, c'est ce qu'on appelle un adsorbant. Ça veut dire mes composés s'absorbent. C'est tout simplement un phénomène de surface. Donc, ma phase d'extraction, elle est solide. Là aussi, je peux avoir les deux possibilités. Ma matrice, elle est solide ou elle est liquide. Mais si elle est solide, je serai obligée de la transformer en matrice liquide, c'est-à-dire je suis obligée de la solubiliser dans un diluant. Je ne peux pas extraire une phase solide par un adsorbant solide. Si ma matrice est liquide, je peux aussi utiliser cet adsorbant. Dans ce cas-là, je vais avoir ce qu'on appelle une extraction en phase solide. Ce sont des techniques souvent qu'on utilise comme technique de purification. Le dernier cas, c'est ma phase d'extraction, elle est gazeuse. Donc, ça peut être de la vapeur d'eau, comme ça peut être un gaz inerte. Et dans ce cas-là, mes composés, puisque si je veux extraire avec une phase gazeuse, il faut que mes composés soient solubles dans cette phase gazeuse. Donc, ça veut dire que mes composés doivent être volatiles. Ces composés volatiles, ils se trouvent soit dans une matrice solide ou une matrice liquide. Et là, je peux utiliser l'hydrodistillation, c'est-à-dire je mets ma matrice solide en présence d'eau et je fais l'hydrodistillation. Je vais utiliser l'entraînement à la vapeur ou bien d'autres techniques que nous verrons par la suite. Si on commence par l'extraction liquide-liquide, on va d'abord définir ce que ça veut dire une extraction liquide-liquide. On vient de dire que c'est un transfert de matière. Donc, un transfert de matière, mais pour que je puisse parler de séparation et de transfert de matière dans une autre phase et que je puisse les séparer, il faut que mes deux liquides, que ce soit la
matrice ou la phase de solubilisation, ce qu'on peut appeler aussi le diluant, soit non miscible dans ma phase d'extraction. Donc, les deux phases doivent être non miscibles, ça veut dire qu'ils ne se mélangent pas. Le cas le plus simple, c'est l'huile et l'eau. Donc, si vous les mettez ensemble, vous allez avoir les deux phases bien séparées. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc là, la phase A, elle est totalement non miscible dans la phase B. Ça veut dire, même si vous mélangez, vous attendez un petit peu, vous allez avoir la séparation entre les deux phases. Donc, ce sont des phases non miscibles. La séparation des phases, bien sûr, une fois qu'on aura réalisé l'extraction, la séparation des phases, elle est très simple. On peut utiliser tout simplement une ampoule à décompter, c'est-à-dire on agite, donc on prépare l'échantillon, donc soit il est déjà liquide, ou on va le solubiliser dans une phase liquide. On le met dans l'ampoule à décompter, on va rajouter la phase d'extraction. Ma phase d'extraction, il faut qu'elle soit non miscible dans ma phase de solubilisation. Je vais agiter et j'attends l'équilibre et à ce moment-là, je vais avoir une séparation entre les deux. Et là, ça sera plus simple de séparer les deux puisque je vois la différence. Je peux juste ouvrir mon petit robinet. Je mets un Erlen par exemple et je peux récupérer ma phase ici aqueuse et je peux récupérer ma phase organique. Ici, on a mis tout simplement de l'eau. Donc là, c'est ce qu'on appelle une ampoule à décompter, ce qu'on utilise le plus souvent pour la séparation dans le cas des extractions liquides-liquides. Dans le cas où c'est un peu plus complexe, donc on peut utiliser quand il s'agit par exemple d'un produit où vous avez des micelles et de la mousse, on peut utiliser, ou un précipité par exemple, on peut utiliser une centrifugeuse pour pouvoir les séparer. Donc on va utiliser la force centrifuge pour faciliter donc la décontation donc, de ces particules ou de la décomposer au niveau de la phase d'extraction. Là, c'est juste un exemple pour vous rendre un petit peu compte comment on réalise une extraction liquide-liquide. Donc, première des choses, je solubilise mon composé dans le diluant ou tout simplement, il se trouve dans une matrice qui est déjà liquide. C'est le cas, par exemple, de tous les produits liquides, comme des jus dans le cas de l'alimentaire. Je le mets dans mon ampoule à décompter et je vais choisir le solvant adéquat. On verra par la suite comment on peut choisir un solvant. Et je vais le rajouter. Bien sûr, quand on parle de transfert de matière, ça veut dire que je vais transférer une quantité de mon composé d'une phase, qui est cette phase qui est la matrice ou la phase de solubilisation, vers le solvant. Donc, il faut qu'il y ait un contact important entre le composé qui se trouve là et mon solvant. Donc, pour ça, on agite tout simplement l'ampoule à décompter. Comme on utilise un solvant, il y a souvent une surpression, donc on peut utiliser ce robinet, l'ouvrir un petit peu pour dégazer, ou mettre l'ampoule à décompter froid et on peut ouvrir un petit peu le bouchon pour dégazer. C'est l'un ou l'autre, c'est valable. Une fois qu'on a estimé que le temps d'extraction, le temps d'agitation, il est suffisant pour que le contact soit intime entre mes composés qui se trouvent, ou mon composé qui se trouve dans cette phase-là et le solvant. Là, on va laisser l'ampoule à décompter donc, et on va laisser au repos quelques minutes pour que les deux phases se séparent. Et là, on voit bien que les phases sont bien séparées et on va récupérer la phase inférieure ou la phase supérieure. Alors, récupérer la phase inférieure ou la phase supérieure, tout dépend de la densité ou la masse volumique de votre solvant. Récupérer la phase d'extraction organique ou aqueuse, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc ici, l'exemple que j'ai mis, ça veut dire la solution qui contient l'espèce, c'est une solution aqueuse. Ça veut dire la phase d'extraction, elle est organique, c'est un solvant organique.
Donc, est-ce que je vais récupérer la phase, puisque j'ai mis la phase aqueuse qui est en dessous, ça veut dire que la phase aqueuse, c'est elle la plus dense. Donc, ça veut dire ma phase organique, elle est plus légère. C'est le cas, par exemple, de l'heptane ou d'autres, du pentane ou d'autres solvants. S'il s'agit, par exemple, d'un solvant comme le dichlorométhane ou le chloroforme, là, je vais avoir mon solvant qui va se trouver en dessous et je peux récupérer donc le solvant. Alors, une fois qu'on a récupéré, donc ici, pour récupérer la phase qui m'intéresse, c'est la phase organique plus l'espèce à extraire. Donc, je récupère d'abord la phase aqueuse. Je la jette ou je la mets de côté en fonction, est-ce que je vais faire plusieurs extractions? Je fais une seule extraction. Si je fais une seule extraction, je n'en ai plus besoin. Mais si je dois faire plusieurs extractions pour épuiser au maximum ce qui se trouve dans ma phase aqueuse et la transférer dans la phase organique, donc là, je la garde. Alors, une fois que j'ai récupéré cette phase, je la mets de côté et je vais, à ce moment-là, récupérer toute cette phase organique dans laquelle va se trouver mon composé ou mon espèce à extraire. C'est valable aussi si j'ai, par exemple, mon composé qui se trouve dans la phase organique et je rajoute une phase aqueuse pour l'extraire. Dans ce cas-là, je vais récupérer la phase aqueuse. Alors, pour une bonne extraction et séparation des phases, bien sûr, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. La première des choses, comme on veut récupérer le maximum, ça veut dire je vais choisir le solvant de façon à ce que mon soluté présente la plus grande affinité pour ce solvant. Le solvant, ça peut être, c'est l'une des phases bien sûr, ça peut être aqueux comme organique. Donc, ça veut dire que mon soluté va être beaucoup plus soluble dans la phase d'extraction, dans ce solvant que je vais rajouter, que vers ma phase de solubilisation. Ça, c'est la première condition pour qu'on puisse récupérer déjà dès la première extraction le maximum. Il faut aussi que mes deux phases, on vient de le voir, que mes deux phases se séparent bien, que je puisse les séparer. Il faut qu'ils soient non miscibles, mais il faut aussi qu'il soit de masse volumique différente. Ça veut dire que je puisse séparer la partie inférieure et la partie supérieure. C'est ce qu'on voit ici. Donc ici, je peux facilement récupérer si mon composé se trouve dans une phase et que je rajoute par exemple la phase A. J'agite. Une fois que l'équilibre est établi, je peux séparer facilement les deux phases puisqu'ils sont non miscibles l'une dans l'autre. Le soluté, on l'a vu, il doit avoir plus d'affinité vers le solvant, qu'il soit aqueux organique, c'est-à-dire vers la phase d'extraction, que pour le diluant ou pour la matrice, c'est-à-dire la solution dans laquelle se trouve ce composé. Une dernière chose, il faut que mes deux solvants soient non miscibles ou, si je n'ai pas le choix, je peux choisir des solvants partiellement miscibles, j'arriverai à extraire mes composés. Mais il faut, au mieux, trouver des solvants non miscibles. Deux paramètres sont importants lors d'une extraction. En plus de l'affinité, donc on peut parler de ce qu'on appelle le coefficient de partage. Le coefficient de partage quand il s'agit de solvants non miscibles. Alors, c'est quoi le coefficient de partage? C'est tout simplement la constante d'équilibre de la répartition de mon composé entre la phase B et la phase A. Donc, si je mets en solution mon composé dans la phase B, par exemple, c'est dans mon diluant, où la matrice, elle se trouve, donc c'est un liquide dans lequel se trouve le constituant qui m'intéresse, c'est-à-dire la phase B. Je rajoute la phase A, je mélange, j'attends l'équilibre, je vais avoir un équilibre. Mon composé va se partager, mon composé va se partager
entre cette phase A et la phase B. Comme j'ai choisi mon solvant de façon à ce qu'il ait plus d'affinité vers mon composé, ça veut dire que j'aurai une grande partie qui va être dans ma phase d'extraction qui est la phase A. Ça peut être aussi la phase B si ma phase est plus lourde. Donc, deux paramètres, on a dit, sont importants. Le coefficient de partage, c'est-à-dire la constante d'équilibre de mon composé entre la phase A et ma phase B, ou ce qu'on appelle encore le taux de distribution. Le taux de distribution, c'est quand j'ai des solvants qui sont partiellement miscibles, ça veut dire que je vais avoir une répartition, un partage entre les deux solvants, ou si mon soluté se trouve sous plusieurs formes, et ça c'est souvent le cas des acides et des bases ou des molécules qui portent des charges. Donc, si j'ai plusieurs formes, par exemple le cas d'un acide, en fonction de votre pH, vous pouvez avoir la forme moléculaire, c'est-à-dire HA, ou vous pouvez avoir la forme aussi ionisée A-. Donc, une proportion de HA et de A- en fonction du pH. Dans ce cas-là, je vais parler de coefficient de distribution et je vais tenir compte de la somme de toutes les formes. Alors, toujours dans le cas de l'extraction liquide-liquide, donc si je prends l'exemple d'un soluté X, un soluté X qui est soluble par exemple dans une phase, les deux phases sont non miscibles. Une fois que je vais agiter, comme je viens de le dire tout à l'heure, je vais avoir un équilibre. Cette constante d'équilibre entre de mon composé X entre la phase A et la phase B, c'est tout simplement le coefficient de partage. Le coefficient de partage, c'est la concentration, quelle que soit la phase d'extraction, c'est la concentration de mon composé dans la phase organique par rapport à la concentration de mon composé dans la phase aqueuse. Donc ici, je considère que la phase P, c'est la phase organique. C'est le cas, par exemple, si j'ai un solvant comme le dichlorométhane, il est beaucoup plus lourd, donc il va se trouver en dessous. Donc c'est la concentration dans la phase organique par rapport à la concentration dans la phase aqueuse. Bien sûr, à une température donnée, le coefficient de partage il dépend de la température, puisque les solubilités de mon composé, dans une phase ou dans l'autre, si vous modifiez la température, la solubilité va changer. Donc, le coefficient de partage, il est toujours défini à une température donnée, une température constante. Donc, à une température, s'il n'y a pas d'interaction entre mon solvant et mon soluté, je peux dire aussi que mon coefficient de partage, c'est la solubilité de mon composé dans la phase B par rapport à la phase A. Par contre, pour le taux de distribution ou le taux de répartition, c'est le D, donc le paramètre D. Donc, je le calcule en tenant compte de la somme de toutes les formes de mon composé dans la phase A et de toutes les formes de mon composé dans la phase B par rapport à la phase A. Donc là, je dois tenir que toutes les formes, que ce soit des formes moléculaires ou des formes, par exemple, ioniques. En le cas d'un acide, je peux dire que dans la phase aqueuse, je vais avoir la forme, par exemple, A- et HA. Par contre, dans la phase organique, là, je n'aurai que la phase HA. Donc là, je dois tenir compte pour calculer le coefficient de distribution. Si je n'ai qu'une seule forme, ça va de soi, donc le coefficient de partage va être égal au coefficient de distribution. Alors en biologie,
Donc, on utilise souvent donc, le coefficient de partage d'une molécule entre l'eau et l'octanol. Bien sûr, l'octanol, c'est un alcool, un solvant organique. Et ce coefficient de partage entre l'octanol et l'eau, ça reflète tout simplement ce qu'on appelle le caractère lipophile ou hydrophile de la molécule. Lipophile, donc il aime bien tout ce qui est lipide, c'est-à-dire il aime bien la phase organique. Hydrophile, ça veut dire il aime bien l'eau, c'est un composé polaire. Donc en fonction de ce coefficient de partage entre l'octanol et l'eau, si mon coefficient de partage est très important, ça veut dire que ma substance ou mon composé, il a beaucoup plus d'affinité vers l'octanol, qui est un solvant organique, donc qui est quand même octanol, ça veut dire 8 atomes de carbone. Donc, il est donc apolaire. Et dans ce cas-là, je peux dire que mon composé, il a un caractère lipophile ou un caractère apolaire. Par contre, si mon coefficient de partage il est très faible, ça veut dire qu'il va avoir une aptitude à se solubiliser plus facilement dans l'eau, donc il est hydrophile. Et ça permet, surtout au niveau de la biologie, d'évaluer ce que la molécule est capable de s'accumuler dans les membranes biologiques ou est-ce qu'elle est facilement éliminée, c'est-à-dire elle est soluble dans l'eau. Donc, le coefficient de partage, on ne parle pas de cas, mais plus de P, c'est-à-dire on estime donc l'hydrophobicité ou l'hydrophilie par le logarithme de P, c'est-à-dire le logarithme de ce coefficient de partage entre l'octanol et l'eau. Plus il est important, plus mes composés vont s'accumuler dans les membranes biologiques. Et là, on parle de la lipophilie ou encore de la bioaccumulation. C'est ce coefficient de partage ou le logarithme de P, on l'utilise aussi dans le domaine environnemental. Donc, pour estimer surtout la bioaccumulation, donc accumulation des contaminants dans les différents compartiments, dans le sol ou dans d'autres compartiments. Donc, et ça permet d'évaluer ce que ces contaminants peuvent être éliminés ou ils s'accumulent dans la biosphère. Et plus ce log de P est élevé, plus ces composés sont bioaccumulables et sont très, je dirais, des contaminants qui sont considérés comme toxiques. Quand on fait une extraction, bien sûr, quand on réalise n'importe quelle étape, il faut faire un bilan à la fin. Donc là, on peut parler d'un bilan de matière ou rendement d'extraction, mais on peut faire aussi, dans le cas des extractions où la phase d'extraction c'est une phase gazeuse, ça peut être la vapeur d'eau, on fait aussi un bilan de matière et un bilan énergétique. Associé bien sûr à un bilan financier, c'est-à-dire le coût de l'extraction, et il est important surtout quand il s'agit d'extraction, d'optimisation des techniques d'extraction. Donc, pour déterminer le rendement, il faut connaître la nature de la phase d'extraction. La phase d'extraction est-elle organique ou aqueuse? Donc, en fonction de cette phase d'extraction, je vais récupérer la phase organique ou je vais récupérer la phase aqueuse. Donc là, c'est surtout à cette étape-là, il faut se poser la question, quelle est la phase que je vais récupérer? Si le composé est plus soluble dans la phase organique, ça veut dire je l'ai déjà solubilisé, il est déjà solubilisé dans la phase aqueuse, soit la matrice c'est une phase aqueuse, ou bien je l'ai déjà solubilisé dans la phase aqueuse s'il était soluble. Dans ce cas-là, ma phase d'extraction, puisque mon composé est solubilisé dans une phase aqueuse et qu'il est
plus soluble dans la phase organique, ça veut dire qu'il a beaucoup plus d'affinité vers la phase organique, donc ça sera ma phase organique, c'est la phase d'extraction. Donc, si je veux récupérer la phase pour calculer le rendement ou pour analyser mon composé, ça sera la phase organique que je vais récupérer, non la phase aqueuse. Alors, pour calculer les bilans de matière ou calculer le rendement d'extraction, je vous invite toujours à imaginer un petit peu votre ampoule à décompter, elle est très importante. Donc, pour calculer le bilan, il faut que je sache ce que je fais. Là, dans le cas d'une extraction, j'ai une matrice qui est liquide. Supposons ici, puisque mon composé est solubilisé dans la phase liquide, ça veut dire dans la phase aqueuse, ça veut dire mon composé, il est déjà dans la phase aqueuse que je mets dans mon ampoule à décompter. Cette phase aqueuse contient une quantité que j'appellerais une quantité initiale du composé C, par exemple, dans ma phase aqueuse. Un composé C comme un composé X, peu importe. Donc, une fois que j'ai mis ma matrice liquide ou mon composé solubilisé dans une phase aqueuse dans l'ampoule à décompter, je vais rajouter bien sûr le solvant d'extraction. Si je rajoute le solvant d'extraction, je vais avoir un volume de ma matrice et un volume de ce solvant. Comme les deux sont non miscibles, donc je vais avoir la différence. Alors, on vient de dire tout à l'heure que pour augmenter le contact entre la substance qui nous intéresse et le solvant, il faut que j'agite. Il faut que j'augmente ce transfert de matière vers mon solvant. Donc, je vais agiter et je vais attendre l'équilibre. Si j'attends l'équilibre, je peux faire, à ce moment-là, je peux récupérer ma phase aqueuse ou ma phase organique. Donc, supposons que ma phase aqueuse, elle est plus lourde, donc je vais récupérer d'abord ma phase aqueuse dans un flacon, dans un herlène, dans une fiole, peu importe. Donc ici, j'ai récupéré ma phase aqueuse, ça veut dire qu'il reste uniquement ma phase organique dans mon ampoule à décompter, et à ce moment-là, je peux la récupérer. Donc, ma phase aqueuse, donc dans ce flacon-là, j'aurai une solution qui contient le volume de ma phase aqueuse, c'est tout simplement le volume que j'ai mis au départ. Il est caractérisé aussi donc par cette phase par la quantité de ma substance dans la phase aqueuse, c'est-à-dire la quantité qui reste après le transfert vers la phase organique. Donc, il reste quand même, quelle que soit, je dirais, l'affinité de votre composé vers la phase organique, il reste quand même une partie dans la phase aqueuse. On ne peut jamais transférer 100% de la première extraction. Et on n'arrive jamais à transférer 100% du composé vers une autre phase. Donc ici, il reste une petite quantité dans la phase aqueuse. Je récupère ensuite ma phase organique. Et ma phase organique, elle est caractérisée par le volume de la phase organique. C'est tout simplement le volume du solvant que j'ai rajouté, pour autant que je n'ai pas de perte au moment de la récupération de mes deux phases. Et il est caractérisé, cette phase, aussi par une quantité qu'on appelle M organique. C'est tout simplement la quantité extraite de ce composé par le solvant, c'est-à-dire par la phase d'extraction. Alors, en termes de bilan de matière, ça, puisque c'est des choses qu'on a vues tout à l'heure, donc le bilan de matière, mon quantité initiale dans l'ampoule à décompter au départ, dans ma phase de solubilisation dans ma matrice. Une fois que j'ai partagé, bien sûr, ce que j'ai au départ, je ne peux pas l'avoir perdu. Donc, il va tout simplement se répartir. Donc, il n'y a pas de transformation. Ici, mon solvant ne doit pas avoir, donc ne doit pas réagir avec ma substance.
Donc, je n'ai pas de transformation. Tout ce que j'ai mis au départ, il va se partager entre ma phase aqueuse et ma phase organique. Puisque ma composée a plus d'affinité vers la phase organique, il va se trouver une... Donc, M organique va être beaucoup plus important que la quantité dans la phase aqueuse. Bien sûr, ce partage ne se fait pas n'importe comment, il va se faire selon le coefficient de partage. Si je ne fais qu'une seule extraction, bien sûr, ma phase aqueuse, même ce qui reste, j'estime que ce qui reste est peut-être négligeable, je n'en ai plus besoin, donc je récupère juste ma phase organique. Et je peux analyser donc, mon composé dans cette phase organique. Donc, il n'est plus dans une matrice complexe, il est dans un solvant ou c'est des mélanges de composés dans un solvant que je peux analyser par des techniques séparatives, par exemple, comme des techniques chromatographiques. Donc, si je veux réaliser le bilan, je dois tenir compte de ces deux équations, ça veut dire la quantité de matière initiale, c'est la somme de ces deux quantités. Donc, de la quantité de la molécule dans la phase aqueuse et de la quantité de la molécule que j'ai récupérée dans la phase organique. Donc, ça, c'est le bilan de matière. Mais je sais aussi que ce partage ne se fait pas n'importe comment. Ce partage se fait selon cette constante d'équilibre, c'est-à-dire ce coefficient de partage. Et je sais que le coefficient de partage, c'est toujours la concentration dans la phase organique par rapport à la concentration dans la phase aqueuse. Quelle que soit la phase d'extraction, ça peut être la phase organique comme ça peut être la phase aqueuse, c'est toujours la concentration dans la phase organique par rapport à la phase aqueuse. Donc, si je tiens compte de ces deux paramètres, là, j'ai deux équations, bien sûr, à deux inconnues, puisque je connais la quantité que j'ai mis au départ, mais je ne connais pas ce que j'ai récupéré dans la phase aqueuse, ce qui reste dans la phase aqueuse et ce que j'ai récupéré dans la phase organique. Mais j'ai la constante d'équilibre. Donc, j'ai deux équations, le bilan de matière et le coefficient de partage, et j'ai deux inconnus, ces deux inconnus. Donc, je peux facilement les retrouver. Je peux calculer la quantité dans ma phase aqueuse, comme je peux calculer la quantité dans ma phase organique. Donc, ici, on sait que le coefficient de partage, c'est la concentration dans la phase organique par rapport à la concentration dans la phase aqueuse. Donc, c'est quoi une concentration? C'est une quantité de matière par unité de volume, puisque là, c'est la concentration dans la phase organique. C'est tout simplement la quantité de mon composé dans la phase organique par rapport au volume de la phase organique. Ça, c'est la concentration dans la phase organique. Bien sûr, donc divisé par la concentration dans la phase aqueuse. C'est quoi la concentration dans la phase aqueuse? C'est la quantité que j'ai récupérée dans la phase aqueuse par rapport au volume de la phase aqueuse. Donc, si j'inverse, je vais avoir tout simplement fois le volume de la phase aqueuse sur la quantité dans la phase aqueuse. Alors là, j'ai les deux inconnus, mais je peux remplacer, je sais que la quantité initiale, c'est la somme des deux. Donc, je peux remplacer soit M organique ou M aqueux. Ici, je peux remplacer M organique. Par exemple, je peux dire que c'est M initial moins M dans la phase aqueuse. Et là, je n'ai qu'une seule inconnue, c'est la M dans la phase aqueuse. Une fois que j'aurai calculé M dans la phase aqueuse, je peux déduire M organique puisque je connais M initial. Et de cette façon-là, je peux calculer mon rendement. Alors, ça, vous pouvez démontrer cette formule quand vous pouvez la retenir, mais il vaut mieux toujours démontrer vos formules que de les retenir par cœur. Alors, toujours, le coefficient de partage, dès que vous voyez que le coefficient de partage est supérieur à 1, vous pouvez dire que votre phase d'extraction, elle est organique.
votre extraction elle est organique parce que la concentration que vous allez retrouver dans la phase organique elle est supérieure à celle de la phase aqueuse. Si l'inverse, ça veut dire que la concentration que vous allez trouver dans la phase aqueuse est plus importante. Donc, ça veut dire que votre composé est beaucoup plus soluble dans la phase aqueuse. Donc, ici, c'est une formule générale pour pouvoir calculer M organique à tout moment ou M aqueux à tout moment en fonction du volume de la phase aqueuse et du volume de la phase organique. Alors, si je connais mes volumes, c'est-à-dire le volume de ma phase aqueuse et le volume de ma phase organique, je connais bien sûr, puisque si vous faites une manip, vous devez connaître tout ceci, la quantité de matière que vous avez au départ. Donc, je peux à ce moment-là déduire la quantité extraite, puisqu'on a supposé que notre phase d'extraction, c'est la phase organique. Donc, dans ce cas-là, la quantité extraite, elle va être équivalente à la quantité dans la phase organique. Donc, je vais parler de quantité extraite, c'est-à-dire la quantité dans la phase organique. Donc, je peux calculer facilement le rendement d'extraction. Le rendement d'extraction, quand il s'agit d'une extraction simple, c'est la quantité extraite par rapport à la quantité initiale fois 100. S'il s'agit d'une extraction multiple, on le verra dans l'extraction multiple, je vais associer tous les extraits, donc rassembler tous les extraits. Donc, je vais faire la somme de tous les extraits sur la quantité que j'ai initialement. Alors, si ma phase, bien sûr, le cas qu'on vient de voir, ça veut dire que la phase d'extraction, elle est organique, c'est un solvant organique. Donc, mon rendement, c'est M organique sur M. Donc, ici, quelle est la phase que je récupère? C'est la phase organique. Et la quantité que je vais utiliser pour calculer mon rendement, c'est la quantité qui se trouve dans la phase organique. Maintenant, si mon composé, si je suppose l'inverse, ça veut dire mon composé est soluble dans la phase aqueuse. Il est solubilisé dans une phase organique. Il se trouve dans une matrice, par exemple, organique, le cas d'un acide ou une base. Si je veux le récupérer, j'ai intérêt à le solubiliser dans une phase aqueuse ou je peux aussi me mettre dans les conditions où il va être beaucoup plus soluble dans la phase organique. Et ça, on le verra dans le cas des TD, puisqu'un acide peut se trouver sous forme A-, une grande partie sous forme A-, ou une grande partie sous forme AH en fonction du pH. Donc, si mon composé est solubilisé dans une phase organique, le cas d'un acide par exemple, il se trouve sous forme HA dans un solvant, mais ce qui m'intéresse, c'est de séparer par exemple cet acide de tout un ensemble de molécules organiques, mais qui n'ont pas la propriété acido-basique. Mon acide organique, je prends par exemple l'acide acétique, il se trouve avec des composés, tout simplement des molécules volatiles, mais des molécules qui ne peuvent pas avoir la forme acido-basique. Dans ce cas-là, je peux tout simplement choisir une solution aqueuse. On sait très bien que l'acide dans la phase organique, il est sous forme HA, mais je peux transformer cet acide en A-. Ça veut dire qu'il suffit tout simplement de se mettre à des pH basiques, c'est-à-dire ajouter une phase aqueuse, mais pas n'importe laquelle, une phase basique, c'est tout simplement une base. Si je rajoute, je suis dans un milieu alcalin, ça veut dire mon HA va se transformer en grande partie en A-, et dans ce cas-là, il va être beaucoup plus soluble dans la phase aqueuse. Et je peux le séparer de ma phase organique. Donc, ma phase d'extraction, ça sera ma phase aqueuse. La phase dans laquelle mon composé est solubilisé, c'est la phase organique. Dans ce cas-là, donc, mon coefficient de partage va être inférieur à 1.
puisque si je prends le coefficient de partage, la concentration dans la phase organique par rapport à la phase aqueuse, ma phase, bien sûr, d'extraction, elle est aqueuse. Ça veut dire que mon composé doit avoir plus d'affinité vers la phase aqueuse. Donc, je vais avoir une concentration importante dans la phase aqueuse et mon coefficient de partage il va être inférieur à 1. Dès que vous voyez que le coefficient de partage est inférieur à 1, ça veut dire que la phase d'extraction, c'est la phase aqueuse. Dans ce cas-là, mon rendement d'extraction, c'est toujours la quantité extraite sur la quantité initiale, multipliée par 100. Comme je vais récupérer ma phase d'extraction qui est aqueuse, dans laquelle se trouve mon acide, mon A-, là, je vais tout simplement dire que la quantité que je vais récupérer, c'est la quantité qui va se trouver dans la phase aqueuse. Et mon rendement, ça sera la quantité dans la phase aqueuse par rapport à la quantité initiale multipliée par 100 si je transforme en pourcentage. Alors, l'intérêt du rendement d'extraction, c'est souvent pour le choix ou l'optimisation des techniques d'extraction. Pour choisir une technique d'extraction, on peut comparer le rendement. Bien sûr, il n'y a pas que le rendement qui est important. On a vu tout à l'heure, donc pour faire un bilan correct, et il faut faire un bilan de matière, c'est-à-dire comparer les rendements d'extraction, mais aussi comparer les volumes des solvants. Les volumes des solvants, c'est-à-dire le coût des solvants, comparer les bilans énergétiques, donc faire un bilan énergétique, faire un bilan de matière et un bilan sur le plan coût financier, c'est-à-dire tout ce que vous allez utiliser aussi bien pour l'extraction, pour la solubilisation que pour l'évaporation du solvant si vous devez concentrer. Donc, tout ceci doit être quantifié, surtout quand vous êtes en train d'optimiser et d'optimiser des techniques d'extraction. Alors, on compare le rendement d'extraction puisque l'objectif principal, c'est extraire la plus grande quantité de substances ciblées à l'aide d'un volume, dans la mesure du possible, le volume le plus petit possible pour éviter bien sûr l'évaporation, les coûts énergétiques dus à l'évaporation du solvant si vous devez concentrer votre composé. Pour calculer le rendement, il faut connaître la quantité extraite par le solvant, c'est-à-dire à partir d'une quantité initiale contenue dans le solvant A. Dans le solvant B, ça veut dire que c'est mon solvant B qui est le solvant d'extraction. Donc, je dois connaître la quantité que j'extrais par rapport à la quantité initiale. Plus la quantité extraite est importante par rapport à la quantité initiale, c'est-à-dire je récupère, par exemple, 80 à 90%, mieux c'est. Alors, mon rendement, ça sera toujours la quantité extraite fois 100 par rapport à la quantité initiale. S'il s'agit d'une seule extraction. Plusieurs extractions, ça sera la somme de ces quantités extraites par rapport à la quantité initiale multipliée par 100. Alors là, on a vu qu'on peut récupérer la quantité extraite dans la phase aqueuse, comme on peut récupérer dans la phase organique, en fonction, bien sûr, de composés et en fonction de la phase de solubilisation d'extraction. Alors, quand j'ai un système d'extraction, est-ce que ça vaut la peine de faire une seule extraction avec un grand volume, par exemple, ou faire plusieurs extractions avec un petit volume? Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc, supposons que j'ai une phase d'extraction, que ma phase d'extraction, elle est organique. Et en général, il faut toujours faire plus d'extraction avec des petits volumes que de faire une extraction avec un grand volume. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous faites une extraction, ça dépend du coefficient de partage, c'est-à-dire de cette constante d'équilibre. Une fois que l'équilibre est établi, vous ne pouvez plus tirer votre composé vers la deuxième phase.
Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser plusieurs volumes. Et là, si vous êtes amené, par exemple, à rincer un flacon ou à faire votre vaisselle, vous avez intérêt à utiliser 2 fois, par exemple, si vous utilisez 10 litres, vous utilisez 2 fois 2 litres, par exemple, plutôt que d'utiliser un grand volume parce que vous n'allez pas éliminer toutes les impuretés en utilisant un grand volume. C'est ce que vous allez voir ici. Donc, supposons que j'ai là, cette accolade, donc ça représente un petit peu votre ampoule à décompter. Ça veut dire j'ai une quantité initiale, puisque j'ai dit que ma phase d'extraction, c'est la phase organique. Donc, ça veut dire que ma quantité initiale de cette substance se trouve dans la phase aqueuse. Je mets cette quantité initiale qui est contenue dans un volume initial, qui est le volume de ma phase aqueuse, dans mon ampoule à décompter. Je vais rajouter ma phase organique, c'est-à-dire mon solvant qui est la phase d'extraction. Alors, une fois que j'ai rajouté, si vous vous rappelez, pour faire une extraction correcte, il faut augmenter le contact entre votre substance et la phase d'extraction. Donc, vous devez agiter votre ampoule à décompter, laisser reposer, laisser se décanter la séparation des 2 phases et après, vous allez avoir les 2 phases, c'est-à-dire la phase organique et la phase aqueuse. Et bien sûr, votre composé va se partager entre la phase aqueuse et entre la phase organique en fonction de ce coefficient de partage ou cette constante d'équilibre. Supposons que ma phase organique, c'est la plus dense. Supposons que j'extrais par exemple avec le dichlorométhane. Je vais récupérer en premier ma phase organique. Si je ne fais pas d'erreur, si je ne perds pas des gouttelettes, par exemple, au moment de la récupération de ma phase organique, le volume de la phase organique que j'ai rajouté ici, c'est ce que je vais retrouver ici. Donc, ma phase organique, elle sera caractérisée par une quantité de ma substance dans cette phase organique, dans un volume de cette phase organique, autrement dit, c'est une concentration ici. Une fois que j'aurai récupéré ma phase organique, je vais récupérer ma phase aqueuse par la suite. Puisque les 2 solvants sont non miscibles, donc je peux voir la différence. Une fois que la récupération de la phase organique est terminée, je peux récupérer dans un autre flacon ma phase aqueuse. Donc, en termes de bilan de matière, je peux dire que ma quantité initiale, ça sera tout simplement donc, la somme de ces 2-là, c'est-à-dire ma quantité initiale, elle s'est partagée entre ma phase aqueuse et ma phase organique. Puisque le choix du solvant doit avoir plus d'affinité vers mon composé doit avoir plus d'affinité vers le solvant que vers ma phase aqueuse, donc en principe, je dois récupérer plus dans ma phase organique que ce qui reste dans ma phase aqueuse. Là aussi, je peux faire le bilan et je peux recalculer à nouveau la quantité dans la phase organique ou dans la phase aqueuse. Et ça, on l'a déjà fait, vous pouvez vous exercer à faire ça. Donc, je peux tout simplement dire que MI, c'est M aqueux plus M dans la phase organique. Et je sais que la constante d'équilibre, le coefficient de partage, c'est la concentration dans la phase organique, c'est-à-dire M organique sur le volume de ma phase organique, sur M aqueux, sur la phase aqueuse, sur le volume de la phase aqueuse. Et je peux déduire, puisque j'ai le bilan, je fais le bilan, donc la somme de ces 2-là, et en tenant compte du coefficient de partage, je peux déterminer la quantité dans ma phase aqueuse. Maintenant, puisque ce qui m'intéresse, c'est la phase organique, c'est de calculer M organique, je peux tout simplement dire que M organique, ça sera MI que je connais, moins ce que je viens de calculer. Et là, je peux calculer facilement mon rendement. Si on effectue maintenant
une deuxième extraction avec le même volume de solvant. Je vais reschématiser un petit peu le même volume de solvant, ça veut dire ici, pardon, si j'utilise 50 millilitres, si je dois faire deux extractions successives, je vais utiliser pour la première extraction 25 millilitres et la deuxième extraction 25 millilitres. Donc, le volume total qui sera utilisé, ce sera bien sûr 50 millilitres pour pouvoir comparer les deux extractions. Alors, si j'utilise mes deux extractions, bien sûr, je ne vais pas faire les deux extractions en même temps. Donc, je vais d'abord faire la première extraction. Donc, j'ai une quantité la même au départ, qui se trouve dans ma phase aqueuse. Mais là, pour le volume de la phase organique, puisque je veux faire deux extractions, ça veut dire le volume du solvant, je vais le partager en deux. Donc, je vais dire que mon volume du solvant ici, ça sera par exemple 25 millilitres. Là aussi, c'est une ampoule à décompter. Donc, je vais agiter, je vais avoir un équilibre entre la phase aqueuse et la phase organique. Cet équilibre, c'est selon ce coefficient de partage. Donc, mon composé va se partager entre cette phase aqueuse et entre la phase organique. Comme je sais que mon solvant, il est plus lourd, donc c'est lui que je vais récupérer en premier. Donc, je vais dire, je récupère ma phase organique, M organique 1, qui va se trouver dans un volume que j'ai mis ici. Donc, c'est le volume que j'ai mis au départ. Une fois que j'ai récupéré ça, puisque mon composé se trouve dans la phase organique, il est beaucoup plus soluble dans la phase organique, c'est cette phase organique qui m'intéresse. Donc, je la mets directement dans un flacon de côté, précieusement. Et là, je récupère par la suite ma phase aqueuse. Mais ici, je peux, puisque je ne fais qu'une seule extraction, je peux dire, je vais jeter ma phase aqueuse, je n'en ai plus besoin. Là, je ne peux pas le faire puisque je dois réaliser une deuxième extraction. La phase organique, je l'ai déjà récupérée, mais il me reste quelques milligrammes, par exemple, ou quelques microgrammes de mon composé dans cette phase aqueuse que je veux épuiser, que je veux récupérer. Dans ce cas-là, je vais faire une extraction et ça sera à partir de ce qui me reste. Donc, je vais à nouveau mettre cette quantité dans la phase aqueuse, ceci dans mon ampoule à décompter, et je vais à nouveau rajouter un volume de ma phase organique, c'est-à-dire un deuxième volume. Là, la somme des deux, ça fera 50 millilitres, et dans ce cas-là, je peux comparer le rendement par rapport à ça. Alors là aussi, je vais agiter pour augmenter le contact entre mon composé et la phase organique. Je vais attendre l'équilibre. Je vais à nouveau attendre que mes deux phases soient bien séparées, c'est-à-dire avoir bien la frontière entre la phase organique et la phase aqueuse. Et je vais à nouveau, puisque mon solvant organique, la phase d'extraction, elle est plus lourde, donc c'est la phase inférieure, je vais récupérer d'abord ma phase organique qui va se trouver dans le volume. Et là, ça sera la concentration dans cette phase-là. Une fois que ma phase organique est récupérée, bien sûr, ce qui va rester dans l'ampoule à décompter, c'est ma phase aqueuse. Ma phase aqueuse, c'est-à-dire qui est caractérisée par une quantité qui se trouve dans la phase aqueuse, dans un volume. Mais comme je fais deux extractions, là, j'ai intérêt à mettre des indices. Vous pouvez utiliser des indices numériques comme vous pouvez utiliser des indices alphabétiques, c'est-à-dire A, B, C ou 1, 2, 3. Mais je préfère toujours utiliser des indices numériques. Donc ici, pour la première extraction, ça veut dire la quantité dans la phase aqueuse. Pour la première extraction, c'est M-aqueux1. Et la quantité qui se trouve dans la phase organique, c'est M organique 1. Donc, pour réaliser la deuxième extraction, je vais partir d'une quantité initiale, mais ce n'est pas M initial. Vous faites attention, pour calculer le rendement
Et pour calculer la quantité récupérée, vous devez tenir compte que votre quantité initiale pour la deuxième extraction, c'est bien ce qui reste. Et ce n'est pas au départ, puisque vous ne l'avez plus. Dans ce cas-là aussi, je peux dire que cette M' initiale, par exemple, ou M a que 1, elle va se répartir entre la phase aqueuse et la phase organique selon ce coefficient de partage. Je peux à nouveau faire mon bilan. Je peux dire que M aqueux 2 plus M organique 2, la somme des deux, c'est tout simplement M aqueux 1. Et là aussi, je peux calculer mon bilan. Je peux dire que M aqueux 2, c'est ce que je cherche. Ça sera M initial, N' initial. Donc, si j'utilise la même formule, je ne vais pas à chaque fois démontrer la formule. Je peux utiliser la formule que ce qui va rester dans la phase aqueuse pour la deuxième extraction, ça sera la quantité initiale, mais la quantité initiale pour l'extraction 2, ça sera M aqueux 1. Je vais remplacer M aqueux 1. Et les volumes, ils ne vont pas changer puisque j'ai utilisé les mêmes volumes ici. Donc ici, ça sera bien sûr le volume pour cette extraction-là, puisque c'est une extraction multiple, c'est 25 millilitres. Mais le volume de la phase aqueuse n'a pas changé. Donc, je vais tout simplement remplacer donc, dans mon équation M aqueux 1. Et M aqueux 1, c'est tout simplement M initial. Donc, si je reprends la même formule, M aqueux 1, ça sera la quantité initiale multipliée par les volumes, bien sûr, le volume de la phase aqueuse sur K fois le volume de la phase organique plus le volume de la phase aqueuse, ça ne change pas. Donc, le M initial ici, c'est bien la quantité de départ. Donc là, il suffit de remplacer M aqueux 1 par sa valeur. Et là, on retrouve M aqueux 2, c'est-à-dire cette quantité dans la phase aqueuse pour la deuxième extraction. Ça sera mon volume dans la phase aqueuse plus tout ceci, multiplié par M aqueux 1, je la remplace, donc c'est MI fois ça sur tout ça. Et là, j'ai la quantité qui va se trouver dans la deuxième extraction. Donc, je peux dire que le volume de la phase aqueuse fois le volume de la phase aqueuse, c'est le volume de la phase aqueuse au carré. Et ceci fois ceci, bien sûr, c'est K fois le volume de la phase organique plus le volume de la phase aqueuse au carré. Et là, j'ai la formule pour déterminer la quantité dans la phase aqueuse pour la deuxième extraction. Vous pouvez vous exercer en faisant la même chose pour M organique. Alors, bien sûr, si on fait, vous pouvez le faire pour 3 extractions, pour 4 extractions, mais si on fait N extractions, on va retrouver la même formule, c'est-à-dire MI fois le volume de la phase aqueuse sur K fois le volume de la phase organique plus le volume de la phase aqueuse, exposant N. N, c'est le nombre d'extractions que vous allez réaliser. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il faut faire une extraction avec une seule extraction avec un volume important ou plusieurs extractions, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple le plus simple. Donc, on aura l'occasion de faire plusieurs exercices dans ce sens, mais on va le voir juste avec cet exemple-là. Donc là, j'ai tout simplement simplifié les choses en supposant que j'ai 2 solvants non miscibles, donc un solvant A, c'est mon diluant dans lequel se trouvent 2 composés différents qui sont représentés par des billes rouges, orange pardon, et bleu. Mes 2 solvants, donc le solvant B non miscible dans le solvant A, donc je peux facilement séparer en utilisant des ampoules à décanter. Ici, j'ai mis tout simplement pour faciliter le dessin, parce que c'est très difficile de dessiner une ampoule à décanter et de réaliser facilement ce schéma. Alors, première des choses, pour faciliter le calcul, je suppose que mon composé, il a autant d'affinité pour la phase A que pour la phase B.
Là, c'est ce qu'il y a de pire pour, je dirais, une phase d'extraction. Ça veut dire que votre composé ne peut pas faire le choix, donc il aime autant la phase A que la phase B, donc il va se répartir de façon équivalente. Donc la moitié va partir dans la phase A, la phase B, la moitié va rester dans la phase A. Je suppose aussi, parce que si les volumes sont différents, je ne peux pas réaliser ceci, donc tout ceci n'est pas valable. Mais je suppose que le volume de ma phase organique, il est identique au volume de ma phase aqueuse, pour que je puisse diviser tout simplement mes billes en deux. Alors, je considère que chaque bille correspond à une quantité, un nombre de moles, un nombre de grammes, etc. À une quantité X de soluté 1. Même chose pour les billes bleues, ça veut dire que ça correspond à une quantité Y du soluté 2. Alors, pour réaliser l'extraction, on vient de voir qu'il faut rajouter le solvant, agiter énergiquement pour faciliter le contact entre vos constituants et le solvant d'extraction. Après, on laisse décanter, donc on rappelle, c'est dans une ampoule à décanter, et là, je vais avoir les deux phases bien séparées. Et si vous regardez, donc ici, on avait à peu près 16 composés, enfin 16 fois la quantité de cette substance-là, donc on va dire 16 moles, 16 millimoles ou 16 milligrammes, peu importe. Et là, je vais avoir la moitié. Donc, ça veut dire, puisque mon composé a autant d'affinité pour le solvant d'extraction que pour la phase de solubilisation, donc là, je vais avoir la moitié dans les deux. Il en est de même pour le composé bleu. Donc, ça veut dire que je vais avoir 8 parties dans la phase B et 8 parties qui vont rester dans la phase A. Une fois que j'ai fait ça, donc bien sûr, si je veux récupérer à partir d'une ampoule à décanter comme on a vu tout à l'heure, ça veut dire que je vais récupérer la phase organique, cette phase organique à partir de l'ampoule à décanter que je vais mettre dans un flacon. Ça veut dire que j'ai la moitié des billes oranges dans la phase B et la moitié des billes bleues dans la phase D. Ça correspond à mon extrait 1. Et si je regarde, puisque j'ai une quantité équivalente qui va rester dans la phase A, donc il reste quand même la moitié. Si je ne fais qu'une seule extraction, je vais avoir tout simplement mon rendement pour la première extraction, il sera de 50%. Donc, ça veut dire que je perds la moitié de mes composés qui vont rester dans cette phase de solubilisation ou dans cette matrice. Par contre, si je réalise la deuxième extraction, ça veut dire sur ce qui me reste, je vais rajouter à nouveau un volume de solvant, c'est-à-dire un solvant B. J'agite, je mélange, donc je vais avoir la moitié qui vont passer dans la phase B et la moitié qui vont rester dans la phase A. Il en est de même pour les billes bleues. Donc, je vais avoir 4 qui vont rester dans la phase A et 4 qui vont passer dans la phase B. Donc, après séparation des deux phases, je vais avoir mon extrait 2 qui va contenir 4 billes oranges et il va contenir 3 billes bleues. Dans ce cas-là, donc ce qui me reste, je vais avoir donc le 1/4. Donc, je vais avoir 4 dans la phase 1, des billes oranges et 3 des billes bleues. Alors maintenant, si je dois réaliser le rendement d'extraction dans le cas de 2 extractions successives, c'est-à-dire je dois associer ces 2 extraits, je dois les mélanger. Et je dois faire la somme des deux. Ça veut dire j'ai ici 8 plus 4, ça veut dire j'aurai 12 billes oranges par rapport à ce que j'avais initialement, c'est-à-dire là j'avais 16, donc ça sera 12 sur 16, c'est-à-dire 75%. La même chose pour les billes bleues. Je vais avoir ici, donc j'ai récupéré donc ici un certain nombre de billes
bleu sur ce que j'avais au départ. Là aussi, je vais récupérer 75%. Alors, par contre, si je fais une troisième extraction, ça veut dire je vais récupérer encore la moitié de ce qui reste. Donc ici, ça sera 1,5 et là, je vais avoir 2, par exemple, pour les billes oranges. Donc, ça sera 2 plus ce que j'ai ici, 12, ça fera 14 sur 16. Donc, ça sera, si vous calculez, ça sera 87,5%. Donc, vous voyez que si je réalise 3 extractions successives, je récupère 87,5%. Mais par contre, si je réalise une seule extraction, je ne récupère que 50% de mes molécules. Vous voyez bien que l'extraction multiple est beaucoup plus intéressante, surtout quand on utilise le même volume de solvant. Alors, quant au choix du solvant organique, bien sûr, le choix des solvants organiques est très important. Première des choses, on a vu que la solubilité de votre composé, c'est-à-dire l'affinité du composé vers le solvant, elle est importante. Donc, ça veut dire que je vais choisir mon composé en fonction de sa polarité. Si j'ai des composés organiques, mais qui sont plus polaires, je vais choisir, par exemple, l'acétate d'éthyle ou le dichlorométhane. Si j'ai des composés, donc, ou l'éther diéthylique, si j'ai des composés apolaires, je peux choisir l'hexane ou le pentane, mais je dois aussi tenir compte, à polarité équivalente, je dois tenir compte d'un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire est-ce que mes composés sont toxiques? C'est le cas, par exemple, c'est pour ça que je n'ai pas mis le toluène, donc il est inflammable, il est peu toxique. On doit éviter dans la mesure des possibles des solvants toxiques, des solvants qui sont très inflammables ou des solvants qui présentent, par exemple, un danger, surtout si on utilise l'éther diéthylique et qu'on doit chauffer. Donc là, c'est à éviter. Donc, il vaut mieux choisir un autre solvant pour le remplacer. Donc, pour le choix du solvant, on doit tenir compte à la fois de l'affinité du composé vers le solvant. On doit tenir compte de la masse volumique, c'est-à-dire de la densité, donc pour qu'il soit facilement séparé de la phase aqueuse. Et on doit tenir compte, bien sûr, de la toxicité, de l'évaporation facile pour réduire, bien sûr, le coût énergétique pour éliminer le solvant. On doit tenir compte aussi de tout ce qui est nocif, la toxicité et le danger dû à l'inflammabilité de certains solvants. Donc, les facteurs qui influencent l'extraction liquide-liquide, on a vu, donc, pour résumer, que pour une extraction simple au solvant, je dois tenir compte d'un certain nombre de choses. Bien sûr, la structure de la molécule, la longueur de la chaîne hydrocarbonée, la présence des hétéroatomes, la longueur de la chaîne hydrocarbonée plus le nombre d'atomes de carbone augmente, plus bien sûr, votre molécule va devenir hydrophobe, c'est-à-dire apolaire. Si vous avez des hétéroatomes, l'azote, le chlore, etc., donc votre molécule, elle va avoir, si vous comparez à un nombre identique d'atomes de carbone, si vous rajoutez un atome d'azote ou de chlore, donc votre molécule va être un peu plus polaire. La nature de la matrice, donc la matrice, elle est très importante, des matrices qui sont complexes, donc là, il faut tenir compte pour l'extraction de vos composés. Tenir compte aussi de l'association des molécules. Donc, une fois que vous rajoutez votre solvant, de l'association des molécules entre elles ou avec le solvant, c'est-à-dire la réactivité de vos molécules avec le solvant ou entre elles. Et il faut tenir compte aussi des inclusions que vous avez, par exemple, dans un complexe chargé. Là, ça devient un peu difficile, donc il faut tenir compte pour l'extraction. Dans le cas des composés ou des complexes acido-basiques, là, il faut faire très attention au pH, par exemple, des solvants d'extraction. Là, on verra dans le cas des exemples au niveau des travaux dirigés, le pH est très important.
vous voulez récupérer un acide dans une phase organique, vous avez intérêt à diminuer le pH au maximum. Vous voulez le récupérer dans une phase aqueuse, vous avez intérêt à augmenter le pH de façon à ce que vous ayez plus que 50% sous la forme A-, et ainsi de suite. Donc, en fonction de la structure de la molécule, de la nature de la matrice, des réactions qui peuvent s'y produire au niveau de au cours de votre extraction, des inclusions, d'autres conditions, par exemple des réactions oxydo-redox aussi. Il faut tenir compte d'un ensemble de paramètres pour réaliser une extraction convenable. Donc, on va s'arrêter là pour cette partie